Une question et seulement 2 réponses possibles, oui ou non. Le référendum instauré par Charles de Gaulle en 1958 a marqué la vie politique de la Ve République. Vu tantôt comme un outil efficace d'expression populaire, tantôt comme une arme politique redoutable, il dort depuis 20 ans dans les tiroirs du pouvoir. Mais Emmanuel Macron pourrait bien le remettre sur le devant de la scène. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Au nom du peuple, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, 2000, le grand désintérêt. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Dites non. Ah oui. Plusieurs référendums au sens de l'article 11 de la Constitution. J'espère bien que ce sera le oui. Se prononcer par la voie du référendum. Non. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Le 12 avril 2022, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, nous ne savions pas encore qui serait le prochain président de la République. En meeting à Strasbourg, Emmanuel Macron relance un vieux débat, la durée du mandat présidentiel. J'ai retrouvé la citation exacte dans les pages de l'Express, je vous la lis. Le septennat est un bon rythme, je pense que c'est une bonne respiration par rapport aux législatives et au temps dont a besoin l'action présidentielle. Au même moment, dans l'heure, sa rivale d'extrême droite tient des propos similaires. Je propose d'autres mesures de moindre envergure, mais participant elles aussi à revivifier notre démocratie. L'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. Et quand un journaliste lui fait remarquer qu'Emmanuel Macron semble aligné avec elle sur le sujet, Marine Le Pen ironise. Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. C'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer le septennat. 2 candidats opposés, mais qui s'accordent contre le quinquennat. Pourtant, 22 ans en arrière, les Français votaient pour tourner la page du septennat, une réforme aux lourdes conséquences que les politiques eux-mêmes n'avaient peut-être pas toutes anticipées. Avec la moitié des référendums de la Ve République à son initiative, Charles de Gaulle est, sans surprise, le président qui a le plus usé de cet outil. Une arme constitutionnelle tellement associée à son nom que ses successeurs ont parfois eu du mal à se l'approprier, comme le raconte l'historien Nicolas Rousselier. La Ve République doit continuer après le départ de Gaulle, et on voit effectivement que l'instrument du référendum, qui avait tant servi en nombre de fois, et si bien servi de Gaulle, sauf le dernier, est très peu utilisé par les successeurs. Alors, quelles sont les explications ? Parmi les successeurs, on comprend que ceux qui ne sont pas gaullistes n'ont pas forcément cet amour immodéré pour le référendum. Premièrement, Giscard d'Estaing, 74-81, septennat, aucun référendum. Ça vient de la tradition à laquelle appartient Giscard d'Estaing, qui n'est pas celle de Gaulle, qui est la tradition libérale, modérée, libérale. Et Giscard d'Estaing, en bon libéral, pense que le référendum, c'est un plébiscite trop simpliste. On répond par oui ou non, alors que souvent les questions appelleraient des réponses très complexes. C'est, si vous voulez, un peu la tradition de méfiance du libéralisme politique vis-à-vis du peuple, la préférence du libéralisme politique pour le passage par le Parlement, le parlementarisme. La deuxième explication, et le deuxième exemple, c'est Mitterrand. En tout cas, Mitterrand, premier septennat de Mitterrand, 81-88. Pas de référendum. Là, c'est l'explication par la réticence historique de la gauche vis-à-vis du référendum. Historiquement, le référendum est associé au bonapartisme. Avec la pratique de Gaulle, elle est associée au plébiscite. Donc, la gauche a cette idée que quand on a une majorité qui est fondée sur un programme, le programme de Mitterrand de 81, c'est cette assemblée qui se doit, vis-à-vis du peuple, de remplir les promesses faites par le président. Et c'est donc la force, comme sous la Révolution, c'est la force de l'Assemblée qui emporte l'action du gouvernement. Donc c'est ça qui plombe beaucoup l'usage du référendum. Et puis peut-être aussi l'autre élément, c'est plutôt un élément positif, c'est que dans cette période-là, il n'y a pas d'équivalent de la tragédie algérienne, il n'y a pas cette dramaturgie de la création d'un nouveau régime qui avait justifié le référendum de 58, puis celui de 62. On n'a pas tous ces éléments-là. L'outil est tout de même ressorti assez rapidement par Georges Pompidou
En 1972, il demande aux Français d'approuver l'élargissement de la communauté économique européenne qui doit notamment accueillir le Royaume-Uni. C'est quelque chose d'important, d'assez spectaculaire, d'autant plus que De Gaulle l'avait toujours refusé. Donc Pompidou consulte le peuple. Est-ce que c'est un événement grandiose ? La réponse est non. Donc on a dès 1972 un élément qui va venir un peu ruiner l'arme du référendum, c'est la baisse du taux de participation. Il est quand même encore relativement élevé, de 60%, mais pour l'époque, c'est très peu. Parce que les présidentielles continuent, on verra en 1974, on le verra encore plus en 1981, continuent un petit peu leur success story. Tandis que là, 60% pour l'époque, même par rapport à des législatives, des élections cantonales même, c'est vraiment un très mauvais score. Donc le référendum a du plomb dans l'aile parce que c'est à cause de la question qui n'est pas super passionnante, elle n'embarque pas le peuple vers une question qui concerne sa destinée. Le deuxième est encore plus, si vous voulez, périphérique. En 1988, on est dans le deuxième mandat de Mitterrand, mais c'est une idée qui est plutôt avancée par le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, qui a obtenu un succès tout à fait important dans des négociations en Nouvelle-Calédonie pour tenter une réconciliation qui semble à l'époque plutôt bien marcher entre les deux communautés en Nouvelle-Calédonie, les Caldoches et les Kanaks. Donc ici, il y a un référendum en novembre 1988, et alors là, c'est vraiment un grand trou d'air pour la participation. Le chiffre du oui est tout à fait spectaculaire, tout à fait positif en faveur de l'initiative de Rocard, puisqu'il est de 80%. Mais en face, là, pour la première fois, on a une contradiction avec le chiffre de participation qui est de 37%, donc très bas. C'est-à-dire, c'est pratiquement même plus que la moitié des chiffres gaulliens. Donc là, c'est vraiment, c'est quand même une date historique qu'on a peut-être oubliée et ce qu'on peut appeler un peu l'entrée dans la crise de l'usage du référendum. Après 1969, l'outil d'appel au peuple s'use donc progressivement. Il va pourtant être utilisé au tournant du XXe siècle sur une question très institutionnelle, la durée du mandat présidentiel. Le septennat, depuis l'origine, n'a pas bonne presse dans la tradition de gauche, la tradition républicaine. Parce que le septennat a été conçu pour le président au début de la Troisième République, par une assemblée qui, à l'époque, je passe les détails, espérait finalement avoir un long mandat pour préparer une restauration de la monarchie. Ça n'a pas eu lieu, mais il y a un parfum de monarchie, si vous voulez, avec le septennat. C'est une longue durée. Alors en plus, quand on est réélu, ça fait carrément très long, ça fait 14 ans, et ça a été le cas pour François Mitterrand. Donc ce qui se passe dans les années 90, y compris au Parti socialiste avec Lionel Jospin, c'est un diagnostic sur la trop longue durée d'un septennat. Si je suis élu par les Français, je proposerai cette réforme, car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Ça serait bien long, Le quinquennat, c'est presque un peu démonarchiser la figure du président de la République. C'est finalement le rabattre dans un calendrier électoral où le peuple prend la parole, plus souvent. Et puis l'autre grand aspect plus technique, c'est que si on fait 5 ans pour le président, il y a 5 ans aussi pour l'Assemblée nationale. Et donc, on se dit, s'il y a une concordance des calendriers, on élit le président 1 mois après l'Assemblée nationale, on évitera la cohabitation qui a existé en 86 et puis encore 2 autres fois, encore dans les années 90, et on pourra avoir une concordance. L'idée, c'est concordance, président, Premier ministre, majorité à l'Assemblée. D'une certaine manière, c'est aussi conçu peut-être pour éviter les référendums plébiscitaires à la De Gaulle. Parce que 5 ans, ça passe vite. A priori, il n'y a pas de raison pour un président d'avoir un moment l'envie de reconsulter le peuple pour savoir s'il a toujours sa confiance. La gauche veut donc dépoussiérer la Ve République en passant au quinquennat, une idée au début largement rejetée par Jacques Chirac, élu président de la République en 1995. J'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre,
serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. La droite gaullienne, d'une manière un petit peu pavlovienne, on peut dire, elle a le réflexe de défendre la Constitution, telle que le grand général l'a voulu. Donc, c'est un peu l'étape de la loi. A priori, on ne peut pas les changer. C'est la première attitude de Chirac. Parce que justement, les 7 ans, c'est une bonne chose. Ça donne une longueur au président et une longueur que seul le président peut disposer, dont il peut disposer dans la Constitution. Ce n'est pas le cas des députés, ce n'est pas le cas d'un gouvernement. En 1997, Jacques Chirac perd la majorité à l'Assemblée nationale. Commence alors la période de cohabitation avec le socialiste Lionel Jospin. Et petit à petit, le président de la République va retourner sa veste à propos du septennat. Alors il évolue parce qu'il se rend compte que la proposition qui vient de la gauche et de Jospin est populaire. On est dans l'ère des sondages. Et les hommes politiques suivent et regardent les sondages. L'esprit de l'opinion de l'époque, c'est on passe le 20e au 21e siècle. Bon, c'est un petit peu magique, mais il y a un petit peu l'idée, il faut au minimum toiletter, enlever la poussière de la Ve République. Et pour certains, il faut même aller plus loin, carrément la rénover, et pourquoi pas passer à une 6e République. Voilà, donc le quinquennat, c'est aussi un peu pour couper l'herbe sous les pieds à ce mouvement. Puis, Chirac, il peut aussi se dire que s'il est réélu, ça correspondra aussi peut-être mieux à son dynamisme, aussi à son âge. Donc il va changer. Il fait un discours à la télévision pour annoncer son ralliement. Alors j'ai beaucoup réfléchi. J'ai écouté les uns et les autres. J'ai surtout observé la position prise par le gouvernement. Et j'en ai conclu que on pouvait aujourd'hui raccourcir le délai du mandat présidentiel, passer de 7 ans à 5 ans, sans arrière-pensée et sans changer nos institutions. Mais la position et à partir de là, je deviens naturellement favorable. Mais avant de voter cette loi, Jacques Chirac va pour la première fois se servir d'un outil constitutionnel qu'il a jusque-là préféré ignorer. Le 6 juillet, Jacques Chirac s'adresse une nouvelle fois aux Français lors du journal de 20h. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum sur la réduction de la durée du mandat présidentiel. Cette réforme, dont j'ai pris l'initiative sur proposition du Premier ministre, est souhaitable. Elle est nécessaire. Le président de la République fixe la date du 24 septembre pour le scrutin référendaire. C'est une révision de la Constitution. Il y a un petit peu la jurisprudence des référendums gaulliens sur, en 58, la Constitution tout entière, en 62, sur la révision pour passer à l'élection au suffrage direct du président. Donc là, tout le monde a conscience que c'est quand même important et que quand on touche à la Constitution, la filière gaulienne de légitimité, c'est de passer par le référendum. Donc c'est comme ça, sous la Ve République, une révision de la Constitution passe par le peuple. Le président Chirac opte donc pour le référendum, mais le sujet ne va pas susciter de grands débats. La campagne, elle est un peu surréaliste, un peu bizarre, parce qu'il y a un consensus, ou en tout cas une convergence droite-gauche du président, du Premier ministre. À l'époque, on est encore dans une vie politique assez simple par rapport à celle d'aujourd'hui, où vous avez des grands partis politiques, et donc le chef de chaque grand parti entraîne son parti. Il n'y a pas de division. Donc vous avez cette convergence, c'est-à-dire qu'une campagne est réussie quand ça s'oppose, quand il y a quelque chose qui discrimine, quand il y a quelque chose qui apporte et amène à la discussion. Il faut du levain, il faut mettre presque volontairement de l'huile sur le feu. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a pas de feu, si je peux dire, parce que c'est une révision importante. Mais enfin, si vous voulez, on comprend bien que c'est pas le changement d'une constitution. Et puis, il n'y a pas de feu parce qu'il n'y a pas ce que la France adore faire normalement, le clivage droite-gauche sous une forme ou sous une autre. Sans surprise, le oui l'emporte largement avec 73% des suffrages. Mais le fameux deuxième chiffre qu'il faut toujours regarder, lui, est très inquiétant. C'est le chiffre le plus bas de participation, 30%. Et ça met encore un coup dans ce recours au référendum. En tout, 26 millions d'électeurs n'ont pas fait le déplacement. À ce désaveu, plusieurs raisons. D'abord, l'absence de débat et surtout le résultat couru d'avance.
Et puis, les partis de droite comme de gauche n'ont pas montré l'exemple. Toute la semaine, les panneaux restés vides ont trahi le peu d'enthousiasme des hommes politiques pour cette campagne. L'usage gaulien du référendum a du mal à se transposer dans le XXIe siècle. C'est-à-dire, je le répète, c'est la mantra, vous faites un référendum quand vous embarquez le peuple. À la limite, il va donner une réponse qui n'est pas celle que vous attendez, mais le référendum est validé quand le peuple est là, quand le peuple est présent, parce que ça veut dire que le peuple a compris qu'il y avait une question existentielle. Au milieu de ce consensus teinté de désintérêt, la réforme du quinquennat est donc adoptée. Et elle s'applique pour la première fois lors de l'élection présidentielle de 2002. Jacques Chirac est réélu, avec un deuxième tour assez spécial, puisqu'il est réélu très largement, 80% des voix face à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait été qualifié au deuxième tour en devançant de peu, mais en devançant quand même Lionel Jospin. Donc le grand débat droite-gauche, qui est toujours normalement un second tour de présidentielle, n'a pas eu lieu en 2002. Ce qui va quand même assez vite un petit peu ruiner le plan du quinquennat. Cette idée que le quinquennat va donner un pouvoir gouvernemental fort de 5 ans. Et là, 2002, Chirac, deuxième mandat, n'a pas vraiment la légitimité d'un président élu sur son programme et sur lui-même. Donc, c'est un quinquennat qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas vraiment réussi, jusqu'en 2007. Les conséquences de la fin du septennat ne se font donc pas sentir tout de suite. Pourtant, l'alignement du calendrier des élections présidentielles sur les législatives constitue un changement majeur. Depuis 2002, on remet sur la table le poste du président et puis l'Assemblée, dans l'idée que le président gagne les élections et il va aussi emporter la victoire aux législatives. Mais même ça, donc si vous voulez, c'est la formule du quinquennat, la formule qu'on croyait moderne. Elle l'est dans un certain sens, puisqu'on a 2007, ça marche, Sarkozy a une majorité, ça marche encore en 2012, François Hollande a une majorité. Ça remarchera en 2017, Macron 1. Il a une majorité à l'Assemblée. Mais en fait, cette conjonction de forces ne va pas donner une force totale. Et puis dans la situation récente, c'est encore pire, puisqu'il n'y a plus le fait majoritaire, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée sur laquelle aussi bien le Premier ministre que le Président peuvent compter. Se rendre aux urnes 2 ans plus tôt a donc changé en profondeur la vie politique française. Et cette réforme a aussi démontré que tout sujet ne se prête pas à l'usage du référendum. Pour comprendre les impacts actuels des référendums passés, nous pouvons compter toute cette semaine sur Éric Mandonnet, le rédacteur en chef du service politique de l'Express. Bonjour Éric. Bonjour Charlotte. Éric, on l'a dit, le référendum sur le quinquennat est donc l'exemple d'un sujet qui n'a pas passionné les foules, mais qui a tout de même modifié profondément la Ve République. À partir de ce constat, qu'est-ce que ce vote de 2000 nous apprend sur l'usage du référendum ? Ça montre qu'il faut faire effectivement très attention à la question que l'on pose si on veut que le vote ait un effet. Tous les sondages disaient à l'époque que les Français étaient très favorables au passage au quinquennat, mais le scrutin de 2000 tue le référendum comme arme magique, l'arme magique qui permet de dénouer une crise, qui permet de donner une impulsion, qui permet de relégitimer. Non, le référendum peut aussi être un pistolet en mousse. Un des sujets qui était énormément évoqué ces derniers temps pour un référendum, c'est le vote à la proportionnelle. Est-ce que cette réforme aurait autant de conséquences que le passage au quinquennat ? La proportionnelle modifierait aussi l'esprit de la Ve République parce qu'elle conduirait sans doute les partis à devoir envisager dès la campagne électorale des coalitions. Et lorsqu'on fait une campagne électorale en sachant qu'on sera peut-être demain obligé de faire une coalition avec les adversaires que l'on combat dans cette campagne, forcément les choses sont différentes. Maintenant, le référendum pour la proportionnelle, il n'est pas pour demain matin. D'abord parce que son principal défenseur s'appelait François Bayrou.
et qu'on est obligé de parler de lui plutôt au passé. Donc, oui, le référendum à la proportionnelle aurait de grandes conséquences, mais on va attendre un peu avant de le voir s'organiser. Dans ce cas, Éric, quels sont les sujets qui pourraient intéresser les Français pour un potentiel référendum ? Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, les sujets trop politiques n'intéressent pas forcément les Français qui s'en méfient, avec tout de même une petite contradiction, c'est que dès lors que l'on touche à la Constitution, le recours au référendum peut paraître légitime. Mais l'idée est plutôt maintenant d'essayer de trouver des sujets qui concernent directement les Français et donc dont ils pourraient trancher la réponse de manière vraiment factuelle, quotidienne et non politique. C'est ce que j'appellerais le référendum non politique. On sait qu'Emmanuel Macron, par exemple, a réfléchi à un référendum sur l'usage des écrans. Éric, demain on va s'intéresser au dernier référendum en date, celui de 2005. Lui aussi a eu de très grandes conséquences sur la vie politique. Tu seras là pour tout nous expliquer et nous serons toujours avec l'historien Nicolas Rousselier. On se retrouve demain. Si cet épisode vous a plu, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez tous les podcasts de La Loupe que vous n'auriez pas encore écoutés. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laloupe@l'express.fr. J'en profite pour vous rappeler que l'Express organise un nouveau colloque consacré aux entreprises familiales. Il aura lieu le 24 septembre au Théâtre Marigny à Paris. Parmi les intervenants, Jean-Charles Decaux, Sophie Lacoste ou encore Alexandre Ricard. Pour prendre votre place, rendez-vous sur le site du magazine l'express.fr. Au nom du peuple est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien L'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.